Barland de recevoir Nina Bouraoui. Merci Nina d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité. Depuis La Voyeuse interdite en 1991, vous êtes l'auteur de nombreux romans, notamment avec Mes mauvaises pensées, prix Renaudot en 2005. Cette année, vous publiez 2 livres aux éditions Lattès, Grand Seigneur et Le désir d'un roman sans fin. 2 livres qui sont sortis en même temps, 2 livres qui sont peut-être avec un effet miroir. Vous nous direz sans doute pourquoi il est important qu'ils soient publiés ensemble. Commençons par Grand Seigneur. Grand Seigneur est un livre à la fois sombre et solaire, un livre où l'on retrouve votre géographie littéraire, l'identité nomade, l'amour, le déracinement et l'exil, les couleurs et les sensations de l'Algérie de votre enfance. Vous aimez écrire sur la vérité ou sur l'intime vérité. Grand Seigneur, c'est l'histoire d'une fille avec son père au moment où il s'apprête à mourir. C'est votre histoire. C'est l'histoire de la chambre 119 de la maison médicale Jeanne Garnier à Paris, sur une période de 10 jours. Vous avez dit, un écrivain doit toujours avoir à l'idée qu'il va devoir écrire sur la mort et sur la mort des siens. Dans Grand Seigneur, on trouve 2 sujets très forts. Un sujet universel qui touche chacun d'entre nous, celui de la fin de vie, et un second sujet qui est le personnage central de votre livre, votre père. Pouvez-vous commencer par nous dire qui était cet homme un peu mystérieux, qui était votre père ? Alors, mon père est né en 1935, en petite Kabylie. C'était un garçon très brillant et en pleine guerre d'Algérie, alors qu'il était scolarisé à l'école d'instituteur de l'école normale. Il est exfiltré par son frère qui, lui, s'engage au combat, par Omaki. Mon père voulait s'engager, mais cette famille a décidé qu'il en serait autrement, qu'il fallait le sauver, et se cotise, en fait, pour l'envoyer en France. Donc, il prend un bateau d'Alger vers Marseille, il arrive à Marseille, et là il est recommandé par justement les professeurs de Constantine, un proviseur d'un lycée à Vannes. Il arrive à Vannes, il a son bac avec brio, et ce proviseur en fait l'oriente à Rennes vers la faculté de droit et d'économie où il obtiendra son doctorat et où il rencontrera ma mère française. C'est important de le dire parce que mon père en fait m'a toujours dit que la France, pourtant on était en pleine guerre d'Algérie, il a perdu beaucoup des siens, mais il a toujours eu en souvenir et en conscience que la France lui avait donné sa chance, lui avait permis de poursuivre ses études, lui avait donné un savoir que lui a désiré transmettre en Algérie, puisqu'en 62, à l'indépendance, il part avec ma mère quand les Français, eux, font l'autre voyage, puisque c'était une guerre très cruelle pour les 2 camps. Pour le camp français, ça a été terrible. Tous ces gens qui ont dû quitter les terres qu'ils aimaient, parce que les Français et les Algériens ne se détestaient pas toujours. Parfois, c'était des amis, des amours, des terres, des souvenirs. Et en fait, il arrive dans cette Algérie avec avec des idéaux. Il est très optimiste. Il fait partie de ces intellectuels algériens qui désirent reconstruire un pays à présent libre. Il devient haut fonctionnaire international, comme on dit. Il est gouverneur de la Banque centrale d'Algérie, puis il va représenter son pays, notamment au FMI. C'est un homme qui voyage beaucoup, qui a des secrets, qui part en mission, qui représente non seulement son pays, mais peut-être, moi je le voyais un peu comme un espion. Il m'a dit que non, peut-être que oui, je ne sais pas, puisque 2 mois avant de mourir, il se rend quand même à Alger, dans cet appartement de famille que nous avons toujours, et il passe 3 semaines à déchirer les dossiers pour ne laisser aucune note derrière lui. C'est un homme qui est intéressant, au-delà du lien, bien sûr, de filiation. Ça pourrait être un personnage de roman. Il ressemble à tous ces hommes des années 70 que j'aimais beaucoup, dans des films comme Le vol du Condor, ou L'affaire Thomas Crown. C'est un mélange à l'algérienne, bien sûr, de Paul Newman, de Robert Redford et de Steve McQueen, mais on a un peu plus typé. Des hommes qui avaient un certain pouvoir et surtout qui étaient fascinants parce qu'ils écrivaient. Et pour moi, je pense qu'il m'a construite dans mon destin d'écrivain auquel je ne pouvais pas échapper, puisque son nom, Bouraoui, signifie le conteur d'histoire. Voilà, c'était aussi cet homme-là, mon père. C'était un homme d'une société que je nommais la société des invisibles, non pas parce qu'on ne parlait pas de ces gens-là, mais parce qu'il ne fallait pas en parler. Il a quand même participé à la négociation des otages américains de Téhéran à la fin des années 70. Donc oui, c'est un personnage de roman. Je continue un petit peu.
J'ai 2-3 questions et je profite. On devait partager Nina, mais je crois qu'on va pas trop partager. Non, juste, vous avez une très belle image de votre père en train d'écrire assis en tailleur sur un tapis avec plein de feuilles autour de lui. Vous dites, il est l'homme fakir qui écrit. Oui, c'est vraiment ça, parce qu'il n'écrivait pas sur un bureau. D'ailleurs, je l'imite, moi je n'écris pas du tout sur un bureau. J'écris aussi assise en tailleur. Il fumait beaucoup, et c'était, je voyais l'engagement. Vous savez, j'ai grandi dans un pays très viril et assez misogyne, qui était l'Algérie, et notamment sa capitale, Alger. Et je crois que la misogynie, parfois, est contagieuse, même pour les petites filles. Et je me souviens m'être dit que la force était certes du côté des hommes, mais que l'écriture était une occupation très virile, très puissante. Il fallait absolument que je la dérobe, que je la fasse mienne, et que je devienne un peu ce fakir qui écrit. Je pense que j'ai un peu lui. Ce père, vous dites, qui vivait un double déclassement. Parlez-nous de ça. Oui, parce que ce livre n'est pas uniquement, en effet, alors certes c'est très important, puisque c'est le récit de ces 11 jours en soins palliatifs, mais qui sont, ces 11 jours, c'est la plus grande, je pense, la plus grande aventure et la plus grande expérience de ma vie et de quiconque perd un proche et perd son père. Mais c'est vrai que c'était aussi, il fallait que j'écrive ce que mon père avait vécu, parce que je crois que la maladie fait son lit dans les grandes déceptions. Et c'est vrai que mon père a été très tributaire de son pays. Il l'a servi loyalement, honnêtement. Mais en 1990, quand la guerre civile éclate et va durer pendant 10 ans, ce qu'on nommera la décennie noire, mon père perd son poste, il est dans le Golfe. Il revient à Alger, il est toujours à Alger, il est menacé, ça il ne le dit pas. Il perd beaucoup d'amis, assassinés, beaucoup d'intellectuels, des psychiatres, des pharmaciens, des médecins. Et il attend un signe de ceux qui l'entouraient. Et puis finalement, le signe ne viendra jamais. Et mon père ne retrouve plus jamais de travail. Il a 56 ans, c'est très jeune. Et je pense que c'est très violent pour cet homme qui avait l'habitude de faire le tour du monde très souvent, qui voyageait beaucoup, qui avait des responsabilités. Et tout d'un coup, il est frappé, je crois aussi, par la grande déception de se dire tant de gens se sont sacrifiés et ont combattu pour une Algérie libre. Et finalement, il y a une trahison. Et c'est un homme de lettres, c'est un homme qui lit, qui écrit, qui lit, et qui aime citer sa chanson préférée, Maxims, de Serge Gainsbourg, qui a été interprétée par Serge Reggiani. Et il aimait beaucoup la version de Reggiani. C'était la version de Reggiani qui fonctionnait. Oui. Et votre livre, moi j'ai fait beaucoup de parallèles avec celui de Rachida Brakni, Kadour, qui sort en même temps et qui parle aussi de la mort de son père. Mais l'un et l'autre, et votre livre vraiment est un marqueur très fort de ce père qui vous a permis de devenir ce que vous êtes. En tant que femme, mais en tant aussi qu'écrivaine. Je pense qu'il y a peut-être, vous me contredirez si je me trompe, mais la naissance d'une écriture aussi à travers le regard qu'il a sur nous. Oui, je pense, et j'ai eu la chance aussi de naître dans un milieu où les livres étaient importants, où l'écrit était important, l'appartement était mangé par les livres, et je me souviens aussi, parce que ma mère a quand même tenu un rôle dans ma vocation, elle lisait, et mon père écrivait. Et c'est vrai qu'il me semblait que ma mère s'inventait d'autres mondes, certainement meilleurs que sa réalité, parce que sa condition de femme française en Algérie n'était pas toujours très facile, même si elle a beaucoup aimé ce pays, elle a beaucoup sillonné avec nous, elle était très amie avec les Algériens, elle a travaillé, elle les a défendus, elle était pour une Algérie libre en tant que Française. Mais je me suis bien rendu compte que la littérature tenait ses livres comme on tient des enfants contre sa poitrine. Et je me souviens très bien de L'évasion. Et moi, je voulais être ce livre-là. Je me souviens avoir été jalouse de ces temps de lecture. Et mon père qui écrivait, donc tout était très... il y avait une symétrie parfaite. Et c'est vrai que Rachida Brakni racontait la nôtre père, mais nos deux livres disent aussi la complexité de l'Algérie et la complexité aussi des passions et des relations souvent toxiques entre la France et l'Algérie, qui sont deux pays à la fois qui s'adorent et qui se détestent. Et moi, je suis issue d'un mariage mixte, donc cette adoration et cette détestation, je l'ai aussi certainement portée dans ma chair. Elle a certainement aussi
concouru au fait qu'il fallait que j'ai la parole et qu'il fallait que je raconte mon histoire. Il fallait que je l'écrive. Et aussi, il y a un hymne constant à la littérature et aux écrivains importants qui ne sont plus là pour certains. Et ça c'est très très fort dans votre livre. Hommage à Guibert, hommage à... Oui, mais moi je pense que il faut rendre... la littérature peut vous sauver de l'obscurité. Je ne pense pas qu'on ait... l'écriture ne soigne de rien, n'est pas thérapeutique, mais je pense qu'elle est... la lecture peut entrer dans l'obscurité d'un adolescent qui se sent différent, qui se sent hors norme, qui se sent persécuté par la meute. Moi, je me souviens très bien. Quand il a des mauvaises pensées. Par exemple, je me souviens que plus jeune, les livres de Colette, Carole de Patricia et Smith, tous les livres de Guibert, les livres de Violette Leduc ont certainement construit mon identité et m'ont aidé, par exemple, et m'ont permis peut-être de me sentir meilleure dans un monde qui n'était pas toujours à mon image. Oui, qui n'était surtout pas à l'époque ouvert aux femmes comme on essaye de faire maintenant. En fait. Oui, c'était compliqué, la parole des femmes a pris son chemin, il fut long. Alors, il n'est pas totalement achevé, mais quand même, ça s'est éclairci. Il y a moins d'ombre. Vous avez dit, mon père pourrait être un personnage de roman. Oui, je suis dans le micro. Ça va. Avec ce livre, votre père entre en littérature. Oui. Qu'on le veuille ou non. Et est-ce que c'est un moyen pour vous de le rendre immortel? Alors, je n'aurais pas cet orgueil, mais en tous les cas, je lui donne une seconde vie. Peut-être quelques mois, peut-être quelques années, j'espère, au moins. Mais en tous les cas, il est entre les feuilles d'un livre. Et c'est surtout aussi, quand je dis l'aventure, c'est pas du tout un mot déplacé. C'est-à-dire que quand on accompagne quelqu'un pendant 11 jours, on vit une expérience très étrange qui se ressemble à une aventure parce qu'on ne sait pas l'issue. Enfin, on ne veut surtout pas la savoir. On est dans une forme de déni. Et écrire ce livre, c'était aussi sortir de l'hypnose de ce lieu incroyable qui est Jeanne Garnier et dont on doit saluer les soignants, qui sont des saints, qui sont... Moi, je n'ai pas rencontré la mort, en fait. Je n'ai rencontré que la vie là-bas, que la tendresse, que l'amour, que l'attention pour les patients, comme les soignants. Et c'est vrai que je voulais aussi rendre hommage au courage de mon père, à cet homme vaillant, qui était persuadé dès les premiers jours qu'il rentrerait chez lui, qu'il se lèverait, qu'il s'habillerait et qu'il rentrerait à la maison. J'en étais presque sûre, moi aussi, à la fin, parce que c'est ainsi, nul ne peut croire en la mort. Et puis aussi, j'ai fait l'expérience incroyable d'accepter l'idée de ma propre mort, parce que dans un tel lieu, nous, on était un peu exagérés, dans une famille orientale, donc on y passait 8 heures par jour. Les infirmiers disaient vous l'étouffez quand même. Et nous, on ne pouvait pas le lâcher. C'était un peu la maman d'Aznavour. On était tous autour de lui. C'était ce patriarche qu'il fallait accompagner, qu'il fallait soutenir, qu'il fallait aimer. Et je crois qu'aussi, on avait encore un peu peur de lui. Parce que mon père avait une forme d'autorité, une forme de brutalité, aussi parfois, il faut le reconnaître. Et sur son lit de mort, je lui accordais mon pardon pour une enfance parfois un peu brutale, un peu... C'était un amour en désordre, un amour parfois qui piquait un peu. Et je crois que écrire ce livre, voilà, c'était sortir de... C'était se dire que ça existait. C'était encore tenir la main de mon père. J'ai traîné des pieds pour l'écrire, même si finalement j'ai commencé à écrire dès les semaines qui ont suivi la disparition de mon père, mais j'ai eu du mal à trouver la voie. C'était compliqué. Et puis en fait, à la fin de l'été suivant, j'ai trouvé cette voie, puis en octobre je l'ai achevé. Et là j'ai compris aussi que mon père était réellement mort. Et c'est ça, ce n'est pas un document, ce n'est pas un témoignage, mais ce n'est pas un roman. C'est-à-dire que tout ce qui figure dans le Grand Seigneur est vrai, fait, les gestes, les mots, la trame de cette aventure, de cette expérience. Une fois achevée, c'est que j'ai lâché vraiment la main de mon père, j'ai quitté cette chambre 119, donc la littérature a quand même des vertus étranges. Moi je pensais qu'elle aurait des vertus vaudou, je pensais que j'arriverais à guérir ce père en écrivant. Là pour le coup c'était un peu orgueilleux. Je n'y suis pas parvenue, mais j'ai raconté une autre Algérie, l'Algérie des intellectuels, l'Algérie de ceux qui pensaient la sauver, de ceux qui l'ont construite un peu,
de ceux peut-être qui se sont trompés, je ne sais pas. Et puis l'Algérie aussi qui a aimé les Français. Parce que mon père, il y avait des couples mixtes, le métissage en Algérie n'est pas rare. Nous étions quand même nombreux, des enfants mixtes, pas si nombreux, mais quand même nous existions. Et ces couples-là, on en a peu parlé. On a peu parlé de ces Françaises qui ont fait le chemin inverse, qui ont souffert de racisme là-bas, qui ont parfois souffert aussi de racisme au sein de leur famille française, qui ne comprenaient pas, parce que les guerres étaient rudes, sanguinaires, on le sait, donc je le dis, dans les deux camps. Et je trouve qu'on... c'est pas... Ces Algériens-là, on n'en parle pas toujours. C'est-à-dire qu'en France, et c'est normal, il y a une vague d'immigration très forte, très massive. Il fallait les usines Renault, les usines Peugeot, les usines Citroën, il y a eu le regroupement familial, il y a eu beaucoup d'exploitation d'une main-d'œuvre étrangère, parfois maltraitée, sous-payée, mal logée. Cette immigration-là, elle est massive en France, elle existe. En général, elle est plutôt bien intégrée. Et puis après, il y en a une autre, des enfants qui s'intègrent moins bien. Mais on ne parle pas, on parle rarement de l'autre Algérie. Alors moi, je suis un peu le drapeau, le porte-drapeau de cette Algérie-là. Vous avez une phrase qui touchera tous les pères du monde. Vous écrivez « Perdre son père, c'est comme perdre le toit de sa maison ». Alors, avant, je rappelle que vous êtes né en Bretagne. Je crois que vous êtes parti à l'âge de 2 ans en Algérie. 2 mois. 2 mois. Ah, j'étais pas loin. Pas loin. Vous y êtes resté jusqu'à vos 14 ans. À vos 14 ans, vous passez vos vacances dans votre famille maternelle, en Bretagne, et vous apprenez que vous ne rentrerez jamais en Algérie parce que la situation politique devient complexe et peut-être même dangereuse. Vous quittez ce qui a été votre monde, vos amis, votre lieu de vie, notamment votre chambre. C'est vrai que ça paraît quelque chose d'important, j'imagine, quand on part à cet âge-là, de laisser toutes ses affaires. Et en plus, sa vie d'avant. Et est-ce qu'avec la perte de votre père, vous avez l'impression de perdre, le mot est peut-être un peu fort, mais définitivement vos racines algériennes, votre enfance peut-être, parce qu'il était peut-être le lien entre l'enfance, l'Algérie et vous. Comment vous voyez ça maintenant? Vous n'y êtes jamais retourné, il faut dire. Oui, c'est très juste, parce que moi, à 14 ans, j'ai vécu, nous ne sommes pas des exilés, moi je suis française, j'aime la France, je me sens extrêmement française, et la France est mon pays. On m'a donné aussi la chance de me publier, d'être lue, d'écrire et de vivre ma vie de femme telle que je l'entends. Mais je suis une exilée de l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai laissé en effet cette chambre d'adolescente avec des vêtements, des objets, des dessins, des écrits. Cet appartement familial, nous ne l'avons jamais quitté, enfin, nous l'avons gardé physiquement, mais nous ne l'avons plus occupé. Seul mon père l'occupait, mais il a été occupé par un oncle et par ses filles qui se sont un peu servies dans mes affaires, tant mieux les affaires de notre vie, et je n'ai rien retrouvé. Et c'est vrai que cette part manquante, mon père la maintenait quand même en s'y rendant assez souvent. Et je ne pensais pas qu'à la mort de mon père, tout d'un coup, le continent africain devenait assez trouble, et l'Afrique du Nord, tout d'un coup, très floue. Et l'Algérie est un pays presque invisible. C'est vrai que je ne suis pas retournée parce que mon père ne voulait jamais que je l'accompagne. Je l'ai respecté. Peut-être aussi que je ne voulais pas embrasser mes souvenirs. Peut-être aussi que je ne voulais pas faire mentir les livres. J'ai beaucoup écrit sur l'Algérie, mais sur des souvenirs erronés. L'Algérie a beaucoup changé. Moi, j'ai écrit beaucoup de légendes et de contes au sujet de mon enfance. C'est pour ça que c'est plaît vraiment d'abord. Et on a souvent pensé que c'était l'autofiction, mais c'était plus des romans. Et puis, je crois que maintenant, la Méditerranée est vide de mon père. C'est très bizarre. Et c'est vrai que dans le livre, je dis aussi, je ne sais pas ce qu'est perdre un père, je ne sais pas ce que ça va provoquer. Quel amoureux je vais devenir? Est-ce qu'on peut encore désirer? Est-ce qu'on peut encore aimer? Est-ce qu'on peut encore retrouver la femme qu'on aime lorsqu'on a perdu son père? C'est une question, c'est étrange, mais c'est vrai que la mort d'un père vous retire quelque chose. Moi, mon père m'a aussi retiré ma virilité puisqu'il m'a élevé comme un garçon. Mais finalement, je lui ai quand même promis sur son lit de mort de continuer à écrire, c'est-à-dire de continuer à vivre, de continuer à aimer, de continuer à désirer et de continuer à porter son nom et à vivre. Si je peux, j'ai juste un lien avec ce qu'a dit Nina, qui me permet de lire quelques lignes, parce qu'il y avait quelque chose qui m'a interpellé. Vous dites « Ah, et l'ami désire m'accompagner à Jeanne Garnier. Je les préfère vierges d'ici. Qu'elles reçoivent le récit de l'agonie sans y être physiquement confrontées,
fait que cette agonie entendue, rapportée, devient un roman, c'est-à-dire une histoire qui n'existe pas. Et donc, ma question, dans cette situation-là, quand on va perdre son père, on a besoin de deux choses, c'est d'amour et d'amitié. Et vous avez ces deux personnes-là, et vous ne voulez pas qu'elles viennent avec vous à Jeanne Garnier. Pourquoi vous voulez les garder vierges de l'agonie de votre père, en fait? En fait, dans cet accompagnement, la maladie, la mort, en fait, je trouve, bouleverse la temporalité. Le temps n'est plus le même. Les journées ne sont plus les mêmes, et lorsqu'on sort de ce lieu, il faut recouvrer ses esprits. Et je me souviens, Jeanne Garnier se situe dans le 15e à Paris, à Villeneuve. J'habite dans le 3e, donc c'était pratiquement 2 heures de marche. Je marchais toujours à pied, j'avais les pieds en sang, je ne sentais même pas ma douleur, mais parce qu'il fallait que je me défasse de ce lieu et que je retrouve la temporalité, justement la temporalité de l'amour et de l'amitié, puisque